Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon, de manière simple, décontractée et fun. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable. C'est la passion qui m'a donné envie d'explorer les méandres de l'argent sous toutes ses facettes. Seule ou avec mes invités, je parle aussi bien de budget et de notre rapport à l'argent que de placements financiers pour notre épargne. Retrouvez-moi également chaque semaine dans ma newsletter. En vous y inscrivant sur budget-chéri.com, vous recevez en bonus un extrait de ma méthode budgétaire. Avant de vous parler de l'épisode du jour, je voulais vous dire que le podcast va non seulement bientôt fêter ses 1 an d'existence, mais également atteindre la barre symbolique des 100 000 écoutes. Youhou! Alors pour fêter ça, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'original. Je voudrais vous proposer d'être les protagonistes d'un prochain épisode anniversaire qui sera une compilation de vos voix, de vos témoignages et de vos enregistrements. D'ailleurs, quand j'y pense, je suis en train de vous demander de m'offrir un cadeau à moi pour mon propre anniversaire de Budget Chéri. Mais c'est pas grave, j'assume totalement la contradiction. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais vous demander de prendre, on va dire, 5 minutes de votre temps, là, maintenant, aujourd'hui en tout cas, pas demain, parce qu'on sait très bien que si on attend, on ne fait jamais les choses. Vous allez tout simplement allumer l'outil dictaphone ou enregistreur de voix de votre téléphone, et tout le monde en a un sur son smartphone, pour vous enregistrer en répondant à cette question. Quel est l'épisode qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Je répète la question. Quel est l'épisode qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Il faut que vous soyez dans un endroit calme pour faire cet enregistrement et que vous soyez surtout le plus spontané possible. L'idée, c'est pas d'être parfait, mais d'être spontané. D'ailleurs, personne n'est parfait. Votre enregistrement peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pas plus de 4 minutes. Et une fois que c'est fait, vous ne réfléchissez pas, vous me l'envoyez directement, tel quel, sans arrangement, sans montage, le fichier brut tel qu'il est, je m'occuperai du reste. Vous l'envoyez à l'adresse que vous connaissez, delphine@budget-chéri.com, soit en direct, et si le fichier est trop volumineux, vous pouvez utiliser la plateforme d'envoi WeTransfer, WeCWE Transfert. Voilà, et pour vous donner une motivation supplémentaire à me faire ce cadeau, moi aussi je vous réserve une belle surprise, en tout cas je réserve une belle surprise à toutes les personnes qui me feront ce beau cadeau d'anniversaire. Je vais mettre les explications de tout ce que je viens de dire en description de l'épisode, donc vous pouvez retrouver tout ça en description. Aujourd'hui, passons à l'épisode du jour. J'ai choisi un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises par des auditeurs, celui de l'investissement en start-up, l'investissement en PME, l'investissement en société non cotée. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir 100 €, de les investir dans une société pour découvrir quelques années plus tard que cette société était devenue le nouveau Facebook, le nouveau Airbnb ou le nouveau Tesla ? Et le pire, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible avec l'investissement en société. C'est aussi possible, un peu plus possible que de gagner au loto, mais ça relève quand même beaucoup de la chance contrairement à ce qu'on croit. L'investissement en société non cotée, en fait, c'est beaucoup moins glam que ça dans la réalité. Comment trouve-t-on des sociétés dans lesquelles investir quand on n'a aucune base et quand on part de zéro ? Comment reconnaître une bonne société d'une société toute pourrie ? Comment augmenter les probabilités de succès ? Y a-t-il des stratégies pour limiter la casse ? Quels sont les risques et quels sont les gains potentiels quand on veut investir en société ? Que penser des plateformes qui sélectionnent les dossiers à notre place dans lesquels investir ? Et investir en société non cotée est-il réservé aux initiés ? Et pire même, est-ce que c'est réservé aux riches ? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai invité Corentin Orsini. Corentin a 36 ans. Comme moi, il a choisi de vivre dans le nord de la France. C'est un petit détail dont tout le monde se fout, mais que j'avais quand même envie de porter à votre attention. Corentin gagne sa vie en mettant en relation des sociétés en recherche de fonds et des investisseurs qu'il a fédérés en réseau, puis plus récemment qu'il a rassemblés dans un fonds d'investissement. Lui-même a investi dans une dizaine de startups en direct ou via des plateformes. Et pourtant,
Il a commencé sa carrière en tant que journaliste et il n'était pas du tout prédestiné à ce métier qu'il a finalement découvert sur le tard. Grâce à Corentin, on a pu balayer tous les aspects de l'investissement en société, du point de vue de l'investisseur, mais aussi du point de vue de la société en recherche de fonds. Alors sans plus tarder, je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Corentin. Salut Delphine. Écoute, c'est un épisode aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui m'a été demandé expressément par les auditeurs, que je pensais aborder peut-être probablement plus tard, que je savais pas comment aborder en fait. Mais les auditeurs avaient envie qu'on leur parle d'investissement en start-up, d'investissement en PME, enfin plus globalement d'investissement dans les sociétés non cotées. Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est ma spécialité et ma passion. Et à double titre d'ailleurs, donc tu es à la fois toi-même investisseur, tu as commencé à investir il y a quelques années, de toute façon je vais te bombarder de questions sur ton parcours, mais aussi parce que ton métier, enfin tu as fait de l'investissement ton métier, et en fait ton métier consiste à mettre en relation des entreprises qui cherchent des investisseurs avec tout un réseau que tu t'es constitué d'investisseurs qui eux cherchent des pépites dans lesquelles investir. Oui, c'est ça exactement. Donc j'ai une partie, on va dire, qui me fait vivre au jour le jour. C'est cette partie d'intermédiaire, effectivement, que tu décris bien. Et j'ai la partie aussi investisseur, où là, effectivement, c'est moi l'investisseur. Et là, c'est autre chose. C'est plutôt du long terme, évidemment, comme on pourra y revenir au long de l'interview. Exactement, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'investissement en start-up, et je pense que souvent, il y a beaucoup de mythes, on se trompe sur la façon dont on devrait investir en PME, en start-up. Mais bon, on va pas griller les étapes. J'ai envie qu'on parle de toi d'abord. Donc Corentin, tu as 36 ans. J'ai envie de dire, m'en veux pas s'il te plaît, que tu es un pur produit de l'élite à la française, de l'élite éducative à la française, que tu as fait une grande école de commerce. Et est-ce que tu te reconnais quand je dis ça? Pas vraiment, pas vraiment en fait, parce que jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne savais pas ce qu'était, je savais pas qu'il y avait des prépas plus ou moins meilleurs que d'autres. Et j'avais jamais grosso modo entendu parler de Polytechnique. Donc oui et non, voilà, j'ai grandi plutôt dans une une famille de la classe moyenne supérieure, mais j'ai en fait j'ai intégré le SCP un peu sur le tard. Au départ, je m'étais arrêté après la licence. Et donc j'ai pas vraiment suivi les parcours, on va dire classiques. J'ai pas suivi le parcours prépa, et cetera. Je suis plutôt rentré par des chemins un peu dérobés à l'ESCP, Ok. puisque j'ai été 3 ans journaliste en fait, hein. J'ai fait une licence de journalisme, puis j'ai été 3 ans journaliste chez Sciences et Vie Micro, donc où j'ai découvert le monde de la tech entre Paris et la Silicon Valley. J'avais 21 ans, donc c'était assez fascinant et génial. Et comme la presse écrite n'allait pas très bien à cette époque-là, commençait à ne pas très bien aller, eh ben, j'ai décidé de reprendre mes études un peu sur le tard à 25-26 ans, effectivement à l'ESCP, mais que j'ai fait en alternance et donc que je n'ai pas payé, et j'étais même payé pour la faire. Donc c'était plutôt royal. Super, d'ailleurs, on sent dans ta voix que c'est une fierté en plus même, justement, d'avoir été étudiant à l'ESCP en alternance. Ouais, ah bah oui, moi d'abord j'avais 5 ou 6 ans de plus que tout le monde, donc il fallait vraiment, et puis j'étais habitué à gagner ma vie, si tu veux. Donc j'étais vraiment obligé en fait, hein, de continuer à gagner ma vie. Et donc cette formule-là de l'alternance était en fait parfaite pour moi à bien des égards, puisque en fait j'avais plus vraiment de temps à perdre. Et en plus de ça, bah, j'avais pas, tu vois, j'avais pas 50 000 euros justement à investir dans 3 ans d'études, quoi. Du coup, j'aime bien poser cette question. Est-ce que le choix de gagner de l'argent a guidé tes choix d'études et de carrière? Alors, quelque part, j'ai un peu la réponse dans ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que si tu es parti dans le journalisme, probablement que gagner de l'argent, ça n'a pas été toujours un critère de choix dans C'est tes clair. études. Mais du coup, au moment où ça se casse la gueule, justement, est-ce que ça devient quelque chose qui est plus important pour toi, ou finalement l'argent a jamais été un critère de choix pour toi?
Si, ouais, c'est une très bonne lecture que tu que tu fais de mon parcours et d'ailleurs on n'en a jamais parlé, mais donc bravo. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, quand, tu as 24 ans, que ça fait 3 ans que tu bosses et que tu vois que le secteur d'activité que tu as choisi par passion, il est en train de vraiment se casser la gueule parce que franchement travailler dans la presse dans les années, 2007-2008, la presse écrite, c'était quand même hard parce que, il y avait, licenciement sur licenciement. Et c'était délicat. Et moi, je voyais bien que je pouvais continuer dans ce métier qui est absolument formidable et passionnant, mais grosso modo, entre guillemets, en stagnant un peu toute ma vie, en tout cas dans les 10 ou 15 années qui allaient arriver, puisque c'était une période extrêmement difficile pour les médias, encore une fois, et que le web n'avait pas vraiment pris le relais. Donc effectivement, à ce moment-là, je décide de muscler ma formation pour en fait surtout élargir mes possibilités de job. Et effectivement, c'est lié, hein, réussir à, à mieux gagner ma vie, ouais, tout à fait. Je pense que c'est un thème qui me passionne et j'en ferai le sujet d'un épisode entier, mais les choix de carrière, choix d'études, en relation ou non avec l'argent, je pense que je vais m'auto-censurer parce que sinon on va digresser sur un chemin qui est loin de notre sujet de départ. À quel âge, toi, est-ce que tu as commencé à faire tes premiers investissements? Personnellement, dans des sociétés non cotées ou en général des investissements autres que le non coté? Tiens, bah, parlons un peu de tout, c'est-à-dire concrètement, vers quoi tu t'es tourné comme premier mode d'investissement? Enfin, est-ce que déjà tu étais un épargnant naturel? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à épargner naturellement et puis d'autres où c'est pas inné. Oui. Voilà, tu te situais plutôt de quel côté? Et puis qu'est-ce que tu as fait avec tes premiers, tes premiers sous à épargner? Qu'est-ce que tu en as fait? Où est-ce que tu les as mis? Quelles questions tu t'es posées? Oui, bah, écoute, effectivement, donc moi j'ai commencé à bosser assez jeune, entre guillemets, hein, à 21 ans, et donc j'ai tout de suite commencé à épargner de manière, régulière, mensuelle avec, un virement permanent vers une assurance vie et ça, c'était en fait, le fruit de mes lectures, sur internet ou dans des magazines et cetera. J'ai pas du tout une culture familiale, sur l'investissement et sur le patrimoine, pas du tout, du tout. Dans ma Mmh. famille, c'est pas du tout un sujet et ça n'intéresse pas toujours pas ma famille. Hem et donc j'ai commencé avec, voilà, une petite assurance vie et puis j'ai vite été sur le côté, donc sur des actions cotées, assez rapidement. J'avais un compte chez Boursorama, donc à 21 ans, j'investissais un petit peu. C'était la belle période, tu vois, des années 2005, 6, 7 où, tu achetais du Google et 3 mois après, tu avais gagné 20, tu étais super content. Donc, j'investissais clairement en n'y connaissant rien, hein. Voilà ce que j'ai fait pour commencer. Et puis en fait, le non coté, j'y suis venu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard parce que c'est beaucoup plus difficile d'accès quand même, hein. Et donc finalement, j'y suis venu d'abord un petit peu avec le crowdfunding au début, et puis ensuite, il y a seulement 2 ou 3 ans, en direct. OK, bah, c'est intéressant. Disons, bah, rentrons en fait dans la brèche que tu ouvres. Mais donc quand tu parles de crowdfunding, donc financement participatif pour ceux qui nous écoutent et qui sont moins familiers. Alors, je préviens déjà les auditeurs, je vais faire le maximum du maximum et Corentin aussi, mais on rentre dans un monde qui est hyper jargonneux. On rentre dans un monde avec ses spécificités de langage. Donc, on va essayer de tout éclaircir. Mais c'est vrai que c'est une gymnastique mentale parce il y a vraiment tout un univers, tout un vocabulaire qui est propre à l'investissement en start-up. Mais donc, on parle de financement participatif. Donc, toi, tu commences avec le financement participatif, mais sous la forme de dons ou de contrepartie, ou le financement participatif en action? Eh bien, j'ai fait un peu des 2. J'ai fait, en fait, j'ai connu, ces 2 types de crowdfunding, en fait, assez tôt, tu vois? Au début des années 2010, voire même un peu avant ça, puisque je crois que l'un des premiers acteurs en France, c'était WeSeed à Toulouse et j'avais suivi leur lancement en 2007, je crois, un truc comme ça. Et donc écoute, j'ai fait un peu des 2 dès le début. J'ai fait du don et de la contrepartie sur KissKissBankBank, des choses comme ça au début. Mmh. Et puis, à côté de ça, j'ai dû investir 1 ou 2 fois, tu vois, des tout petits tickets de 1 000 € peut-être, tu vois, sur des plateformes, je me souviens plus très bien lesquelles. Je crois que c'était Anaxago, il me semble. Et puis en fait, donc ça, c'était en France. Et puis ensuite,
au fur et à mesure que j'ai acquis une expérience et une expertise sur ce domaine du non coté, eh bien en fait, j'ai multiplié un peu les sources et finalement, mes derniers investissements, mes 3 ou 4 derniers investissements en ligne, je les ai tous faits, sur une plateforme qui s'appelle Angel.co, donc c'est AngelList. Mmh. Et donc en fait, sur cette plateforme, on a accès, et c'est assez dingue quand même, à quelques-unes des plus belles startups de la Silicon Valley notamment. Et donc, quand on suit les bonnes personnes sur cette plateforme Angel.co, puisque ça fonctionne avec un système de syndicat où tu suis des personnes, donc des leaders de syndicats qui t'envoient des deals et tu les suis ou pas. Et donc moi, je suis comme ça 3 ou 4 leaders de syndicats, de groupements d'Angel sur cette plateforme, ce qui me permet d'entrer dans parfois des très très beaux deals à partir de seulement $2000, tu vois. Alors, ce qui me permet, si on fait un peu de pédagogie, d'introduire deux typologies, enfin, deux classements en fait des types d'investissement en société non cotée, en start-up ou PME, etc. Alors, il y a d'abord ce pourquoi tu investis, enfin la contrepartie à ton investissement. Qui classe déjà les investissements en différentes catégories. Donc, ça peut être des contreparties, comme on a parlé du financement participatif, dans lequel on a des contreparties qui sont plutôt, on reçoit le produit en avance, ou on a des petits goodies, ou on a sa photo sur le Facebook de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est le basique du basique. Mais si on professionnalise un petit peu la démarche, on peut investir contre des parts de la société, on peut prêter de l'argent à des sociétés et on peut prêter avec des retours sur investissement indexés sur la performance. C'est à peu près les 3 types de contreparties qu'on peut avoir, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais, ouais, pour moi, c'est tout à fait ça. Effectivement, soit tu investis, contre le produit, donc tu préachètes le produit, donc ça, c'est les plateformes très connues par tout le grand public comme, Kickstarter, KissKissBankBank et cetera. Ouais, Avec Ulule, certains etc. des exactement, avec certains des projets qui sont très connus comme, une ruche, automatique ou semi-automatique pour récolter ton propre miel dans ton jardin. Il me semble qu'à une époque, il avait le record, il avait réussi à regrouper plus de 20 millions de dollars en ligne, ou des projets comme ça, ou une glacière connectée aussi, je me souviens, qui avait très, très fort cartonné. Donc ça, c'est effectivement en fait, c'est de la prévente, hein, tout simplement. Ouais, c'est de la prévente. Ouais. Et tu as l'impression, en fait, on est là, nous, pour financer la première production du produit et pour C'est suivre, ça. soutenir voilà, l'entrepreneur. Donc c'est assez sympa, tu fais un peu partie de l'aventure, mais en aucun cas, tu es actionnaire de la boîte. Après, il y a le deuxième, effectivement, possibilité dont tu parles, c'est de prêter de l'argent. Donc ça, il y a 5-6 ans, c'était la très grande mode. Il y avait plein de plateformes qui s'étaient lancées là-dessus. Et puis finalement, on a vu qu'il y avait quand même quelques défauts, et donc qu'il fallait faire gaffe et qu'il fallait prêter, évidemment, comme toujours. En fait, on en revient toujours à la même phrase qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, il fallait prêter non pas tout ton argent à une société, mais plutôt ton argent, tu le splittais en 10 prêts à 10 sociétés différentes et c'était beaucoup moins risqué. Et puis, la troisième possibilité, c'est effectivement d'investir en capital dans des sociétés. Donc là, on a un certain nombre de plateformes de crowdfunding en France. Et puis, il y a aussi donc, cette fameuse Angel List aux États-Unis. Et là, tu deviens véritablement actionnaire effectivement de la société en question, de la société cible. Donc, il y en a qui ont déjà mal à la tête. Mais on va rentrer. Il y a surtout un sujet qui m'intéresse qu'on va aller creuser tout à l'heure, c'est celui de l'investissement contre des parts de la société. Mais on peut aussi classer ces investissements. Il y a aussi une autre lecture, c'est les investissements en direct et les investissements via des plateformes. Donc là, dans tous les exemples que tu as cités, c'est beaucoup des investissements faits via des plateformes qui sélectionnent les dossiers, qui automatisent un peu le process pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Mais on va voir, je veux absolument revenir parce que moi je suis super sceptique sur cette façon d'investir, que c'est pas la panacée, c'est pas si simple que ça, et que dans le cas de l'investissement en société non cotée, le fait de vouloir simplifier les démarches et de passer par une plateforme, en tout cas moi c'est pas forcément grosso modo, c'est pas forcément ce que je recommanderais, même s'il y a plein de super plateformes. Enfin voilà, c'est juste la démarche qui me satisfait pas complètement.
Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que, si le deal paraît très simple, et ben, c'est que c'est peut-être un mauvais deal. Si on lit un peu entre les lignes de ce que tu dis, effectivement, je te rejoins là-dessus, hein, c'est que, il faut avoir bien conscience que, pour rentrer dans les meilleurs deals, ça veut dire pour être actionnaire des plus belles boîtes, en fait, c'est difficile. Donc plus c'est difficile de rentrer dans un deal, souvent, plus il est bon. C'est pas toujours une règle qui est toujours vraie, hein, mais effectivement, ça peut donner cette impression. Néanmoins, il y a un certain nombre de deals qui ont été des très très beaux deals, hein, des très beaux investissements, qui sont passés par des plateformes de crowdfunding et autres, et qui en fait tout simplement à l'époque étaient un peu trop jeunes, trop early, comme on dit, hein, dans le jargon, effectivement, pour intéresser des investisseurs plus aguerris. Et donc au début, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se financer comme ça. Mais tu vois, par exemple, si je devais citer un exemple, ce serait la société Luni, Lun2i, Mhm. qui aujourd'hui est un carton commercial absolu. C'est ce petit boîtier vert pour les enfants sans écran et qui va permettre à des enfants en fait, de construire leur histoire audio ils choisissent leur personnage, leur lieu, etc. Puis ils ont des histoires. Qui est un carton absolu chez Amazon, chez Fnac Éveil Jeux, chez Nature et Découverte, etc. Eh bien, l'Uni, il y a 4-5 ans, elle était sur une plateforme de crowdfunding. Ok. Donc, tu vois, il y a aussi des belles pépites. C'est tout à fait vrai. J'aime l'idée, j'aime ce que tu dis quand tu dis effectivement que, en fait, investir en société non cotée, ça reste un investissement d'initié. Et donc, à part quelques rares exceptions, effectivement, pour avoir le plus de maximiser ses chances de succès dans l'investissement en start-up, en société non cotée, il faut être dans la place. J'ai pas l'habitude de parler en fait dans les épisodes d'investissement. D'habitude, je présente souvent des investissements qui sont ultra accessibles. Et là, à l'inverse, aujourd'hui, je voudrais peut-être j'ai voulu présenter cet investissement alors même que je le pense pas forcément accessible au plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs une des problématiques de l'investissement en start-up no côté, c'est que il faut, c'est de l'offre et la demande. Donc il y a des entreprises qui cherchent à être financées et il y a des gens qui ont de l'argent à investir. Mais c'est pas des gens qui se connaissent nécessairement, quoi. Et donc c'est un espèce de microcosme. Et les premiers qui reçoivent les dossiers de demande de financement, en fait, ce sont des sociétés d'investissement, des VC comme on les appelle, les venture capitalistes, des fonds d'investissement, des groupes de business angels. Ce sont des gens qui qui sont connus pour ça, à qui on envoie pléthore de dossiers tous les jours et qui même eux en ont beaucoup trop à traiter. Mais en dehors de ça, et ensuite ces dossiers-là qui ne sont pas finalement financés par ces fonds d'investissement professionnels arrivent sur les plateformes. Donc quelque part, le grand public a les restes. Enfin, c'est un peu ça la logique. C'est aussi pour ça que je suis pas hyper fan de l'investissement grand public en entreprise en côté. Ouais, alors ce que tu dis, c'est parfois vrai, c'est partiellement vrai, effectivement, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi toute une frange d'entrepreneurs qui ne vont pas aller voir les fonds. Pourquoi? Parce que soit ils les connaissent pas bien, soit ils en ont peur, soit ils se disent ok, on est beaucoup trop jeune pour les intéresser, et d'ailleurs ils ont raison. Et donc finalement, si ils n'ont pas un excellent réseau et plein de business angels autour d'eux, bah, finalement ils sont un peu désarmés, ils sont un peu démunis, et forcément ils vont se tourner vers les sociétés, les plateformes, les acteurs qui vont pouvoir les accompagner à leur stade de maturité qui est encore en fait jeune au début, et donc finalement encore une fois, on va retrouver un certain nombre de projets qui vont devenir des pépites après, et on va quand même les retrouver un peu partout. Et c'est ça qui est assez marrant parce que, tu vois, il y a, pour faire un parallèle d'ailleurs, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui ne misent que chez ce qu'on appelle les serial entrepreneurs. Donc, c'est les entrepreneurs qui ont déjà créé des sociétés et vendu des sociétés avant, donc qui ont prouvé qu'ils arrivaient à créer de la valeur. Donc, il y a certains fonds d'investissement qui disent publiquement, hein, ils disent, OK, nous, on investit que dans les serial entrepreneurs, les gens qui ont déjà créé des sociétés avant. OK, pourquoi pas? Sauf que si on regarde les plus beaux succès entrepreneuriaux du monde, tu prends Jeff Bezos, tu prends Mark Zuckerberg, tu prends quelques autres, ces mecs-là, ils n'avaient jamais créé de société avant, en fait.
Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est génial, c'est que entre guillemets, tout le monde peut avoir sa chance. Ça n'empêche, tout le monde peut avoir sa chance, mais ça n'empêche que comment, alors je vais te poser la question à toi qui investis dans des boîtes. Comment est-ce que toi, tu sélectionnes les bons dossiers? C'est-à-dire, quels sont si je te demande tes 3 top critères de sélection d'un bon dossier, c'est quoi? C'est quoi tes critères? En fait, on peut en parler effectivement, mais le truc, je pense, le plus important et qu'il faut bien avoir en tête, c'est la cohérence. C'est-à-dire, par exemple, si je vois arriver quelqu'un qui me dit, OK, j'ai jamais créé de boîte, j'ai une idée, voilà ce que c'est mon idée, et j'ai besoin de 3 millions d'euros pour la réaliser. Et je suis sûr qu'elle va cartonner. Bah là, tu vois, c'est pas cohérent. Pourquoi c'est pas cohérent? Parce que ce mec-là ou cette nana-là sort de nulle part, n'a pas créé de société avant, ok, pourquoi pas, ok, mais elle ou il n'a pas fait ses preuves, d'accord? Et donc, cette personne demande 3 millions d'euros, ce qui est une énorme somme, d'accord, pour démarrer, rien que pour démarrer. Donc là, c'est pas cohérent. Par contre, la même personne qui va venir me voir et qui va me dire, écoute, j'ai besoin de 50 000 ou 100 000 euros juste pour développer un premier prototype et tester mon idée, là, c'est tout de suite beaucoup plus cohérent. A contrario, une personne dont la société fait déjà 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin de 50 000 euros, je trouve ça également un peu bizarre. Tu vois. Donc en fait, le premier critère, c'est la cohérence de sa demande de financement par rapport à où est-ce qu'il en est, quel est son stade de développement, de maturité, etc. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec. Évidemment, un critère aussi très très important, c'est est-ce que tu crois aux fondateurs, à l'équipe de fondateurs? Est-ce que l'équipe de fondateurs arrive à te convaincre? Est-ce que tu as envie de les suivre? Est-ce que c'est des gens qui ont un leadership naturel ou travaillé, peu importe, mais est-ce que tu as envie de les suivre? Et est-ce que tu penses que d'autres investisseurs vont les suivre et que des clients et que des salariés vont les suivre? Et si oui, bah déjà, il y a une belle partie du chemin qui a été faite parce que bah, quand même, en early stage, ce qui compte, c'est quand même beaucoup l'équipe, les fondateurs, plus que ce qui a été réalisé. Parce que ce qui a été réalisé, généralement, c'est pas beaucoup. C'est quelques ventes, quelques clients, tu vois. Et donc, c'est Précisons, oui, effectivement, parce que moi je te coupe, précisons, tu disais early stage, que toi tu n'investis que dans des boîtes qui sont en phase d'amorçage, de démarrage. Elles ont quand même fait un peu leurs preuves, fait quelques ventes, enfin voilà, elles ont quand même quelques chiffres à montrer. C'est rare que toi, hein, il y a des sociétés qui financent des boîtes qui n'ont encore rien à montrer. Mais toi, tu les préfères avec quelques chiffres sympathiques à montrer, quoi. Même si c'est juste au stade d'un projet prototype, voilà. ou d'un Ouais. produit qui n'est pas encore complètement abouti. Ouais, c'est ça. Effectivement, ma préférence va aller vers des boîtes qui ont déjà prouvé en fait ce qu'on appelle un fit entre le marché et le produit, le fameux product market fit, qui va Gling, ça veut dire gling, 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 jargon. ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que le produit que le fondateur a mis sur le marché, eh bien, il a commencé à trouver sa voie, trouver ses clients, et on voit qu'il y a un usage, on voit qu'il y a une adhésion d'une certaine partie des utilisateurs qui se transforment en clients. Donc ça, j'aime bien parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Peut-être qu'il est petit, à ce stade, on ne sait pas encore hein, quelle taille il fait, on essaye de le deviner, mais on ne sait pas encore trop. Mais en tout cas, il y a une certaine adhésion des premiers utilisateurs et ça m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, un mix entre cet aspect-là et puis l'aspect, est-ce que je crois à l'équipe de fondateurs? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est convaincante? Et puis évidemment, une validation quantitative aussi. Est-ce que les marges sont intéressantes? Est-ce que le coût d'acquisition d'un client est plutôt bas et maîtrisé? Voilà, un certain nombre comme ça de métriques qu'on va valider. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que à ce stade de maturité assez jeune, ce qui compte, c'est une validation à la fois quantitative, mais aussi qualitative. Quantitative sur les chiffres, sur les marges, sur les KPIs clés, etc. Et qualitative sur est-ce que je sens que cette équipe, c'est la bonne? Est-ce que je sens que ce produit, il va cartonner parce qu'il est suffisamment différenciant par rapport aux autres produits qui sont sur le marché? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je pense que ce marché, il va se développer? Etc. etc. Donc, c'est vraiment un mix je dirais, pour caricaturer entre des aspects financiers et des aspects plus marketing. D'ailleurs, sur les aspects on va dire, humains, ton appréciation de l'équipe de fondateurs,
Est-ce que c'est des choses que tu fais au feeling, justement? Est-ce que c'est des choses que tu as... Alors, j'imagine que l'expérience, évidemment, t'a amené à affiner, mais est-ce que c'est des choses que tu travailles? Moi, j'ai toujours l'impression que c'est quasiment le critère numéro un de réussite d'un projet, parce que tu peux avoir des très mauvais chiffres, mais avoir une équipe qui prend le problème de la bonne façon, qui rebondit très vite, en dépensant peu d'argent, qui itère jusqu'à trouver la bonne formule. Et puis, tu peux avoir une équipe qui a des bons chiffres dès le départ, mais qui a réussi aussi un peu à te cacher que c'était un peu par opportunisme et qui n'arrive pas à dépasser ce stade d'avoir vendu à tous ses copains qui pouvaient acheter et qu'en fait, qui n'arrive pas à dépasser son deuxième cercle. Donc, en fait, pour moi, l'équipe est primordiale en fait, dans le succès du projet. Donc, ça devrait être le critère numéro un de choix. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as travaillé avec le temps? Comment que tu arrives à décrypter, enfin à analyser la qualité d'une équipe de fondateurs? Oui, c'est vraiment une question, c'est très difficile de répondre à cette question, mais en fait, c'est un ensemble de vraiment beaucoup de choses et il y a notamment dans ces choses-là, aussi, quelques signaux faibles. Mais grosso modo, c'est une équipe qui va être très, très honnête et très fair avec toi dès le départ. C'est-à-dire que dès que tu vas lui demander un chiffre ou une information ou quelque chose, bah, non seulement il ou elle va se bouger pour te la donner, rapidement, mais en plus de ça, bah, tu vois, elle va te donner l'ensemble des informations, qu'elles soient très positives pour elle ou pas que positives pour elle, tu vois? Et tu vas, commencer à leur faire, confiance parce qu'il y a rien de pire qu'une équipe, à qui tu vas poser une question en leur disant: «Tiens, par exemple, est-ce que tu penses que, il y a des boîtes qui sont, concurrentes directes de ta société?» Et là, si l'équipe te répond: «Ah non, 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 pas du tout, on est les seuls à faire ça», mais que toi, tu sais pertinemment qu'il y a quelqu'un en face qui fait exactement la même chose parce que tu as reçu le dossier, 3 semaines avant, bon, bah, là, tu te dis: «OK, les mecs, de toute façon, ils peuvent pas ignorer qu'il y a tel concurrent en face, donc là, ils sont en train de me le cacher». Donc tout de suite, la confiance est rompue, tu vois? Mmh. C'est vraiment beaucoup une histoire de confiance. Donc ça commence par effectivement, est-ce qu'il me dit la vérité? Est-ce qu'il répond rapidement à mes questions sans, tu vois, sans cacher, des choses sous le tapis? Souvent, mais ça, on le voit gros comme une maison quand on est investisseur, hein. Il y a parfois des entrepreneurs qui essaient de cacher des choses sous le tapis et puis nous, bah, voilà, on va prendre un malin plaisir à poser la question, reposer la question, reposer la question sous un autre angle, pardon, jusqu'à ce qu'on ait notre réponse et qu'on comprenne que, OK, il voulait pas nous dire que, bah, effectivement, comme tu dis, je sais pas, par exemple, les 3 premiers clients, c'est des copains à lui. À la limite, peu importe, c'est pas trop grave, mais tu vois, dis-le nous, parce que si tu nous le dis pas, bah, on part sur, une relation un peu biaisée, quoi. Mmh, tout à fait. Donc là, on était un peu du côté investisseur, c'est-à-dire comment toi, tu sélectionnes les dossiers. Alors, il faut voir que justement, toi, tu as tes critères, tu les connais, tu sais ce qui est important pour toi. Ce qui me gêne aussi dans le fait d'investir via une plateforme, c'est que évidemment, les plateformes te vendent la facilité d'investissement. Donc, tu sais pas toujours quels sont leurs critères. Est-ce qu'ils font attention aux choses qui, soit te semblent importantes pour valider qu'un dossier est bien ou pas. Ça aussi, voilà, c'était des choses... elles vont pas m'aimer, les plateformes. Mais encore une fois, je remets pas en cause ni leur honnêteté, ni les succès qu'ils ont rencontrés. Et puis, je pense qu'ils ont prouvé à maintes reprises qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Je suis juste très sceptique. En tout cas, il faut pas se cacher la vérité du fait que dans la plupart des cas, les dossiers sont peut-être moins intéressants quand ils arrivent sur des plateformes que quand que quand ils sont directement chez les fonds, et que du coup, il faut redoubler de vigilance et que là où on pense qu'on n'a pas finalement besoin d'expertise, en fait, il en faut quand même. C'est un peu pour moi, le piège de passer par une plateforme où on se dit, bah, c'est accessible à tout le monde, mais en fait, il faut aussi savoir lire entre les lignes quand on veut investir dans une plateforme, parce que, et ça me fait une transition avec l'autre sujet, mais cette fois-ci du point de vue de l'investisseur, parce que le risque quand on investit en start-up, eh ben, il est énorme. C'est-à-dire que le potentiel de gain, il est énorme,
Et le risque, il est énorme aussi. Enfin, le risque, finalement, il existe sur d'autres produits financiers. C'est le risque de perte sèche en capital, de perdre tout l'argent qu'on a mis. Et le gain, par contre, il n'a pas de limite. Sky is the limit quand on fait de l'investissement en société non cotée. C'est aussi pour ça que ça a l'air attractif. Absolument. Ouais, ouais, non, tu as tout à fait bien résumé le truc. Effectivement, sky is the limit, tu vois, c'est vrai, puisque si on regarde quelques investisseurs un peu stars aux États-Unis sur des boîtes tout aussi stars, hein, comme Uber, eBay, euh, LinkedIn, tu vois, des sociétés comme ça, effectivement, les investisseurs de la première heure, les tout premiers angels à être entrés dans ces boîtes-là, ils ont fait des multiples incroyables de fois 1000, fois 5000, fois 10 000, parfois plus. Donc c'est absolument incroyable, effectivement, mais pour un Facebook ou un Uber, il y a des millions de boîtes, évidemment, qui là ont fait pas de multiples fois 1 ou fois 0,5, quoi, où en gros l'investisseur a perdu la moitié de son capital, ou l'entièreté d'ailleurs. Donc effectivement, c'est extrêmement risqué, mais en fait, ce qui est beaucoup plus risqué, c'est surtout, en fait, ce qui serait le plus risqué selon moi, c'est de faire un seul investissement en start-up, en société non cotée. Ça, ce serait vraiment le plus risqué possible. Pourquoi? Parce que en gros, tu as une grande majorité de chances pour que ce soit pas le bon. Et donc, de tout perdre. Alors après, si tu es extrêmement chanceux, tu peux aussi le tenter. Pour la petite anecdote, je connais des gens comme ça, 2 ou 3 personnes, qui ont fait un seul investissement dans leur vie et qui ont misé sur la boîte qui est devenue la licorne que tout le monde connaît aujourd'hui, etc. J'en connais 2-3 comme ça. Ils ont eu une chance incroyable, ce qu'on appelle la chance du débutant, je crois. Et je pense qu'il ferait mieux de s'arrêter là parce qu'ils feront jamais aussi bien. Mais mis à part ces quelques exceptions qui, franchement, se comptent sur les doigts d'une main, effectivement, la plupart des gens, souvent, perdent beaucoup d'argent au début quand ils se lancent comme business angel souvent aussi parce qu'ils ont des certitudes sur ce qui va marcher, sur ce qui va pas marcher, etc. Et en fait, ça s'apprend beaucoup avec l'expérience. Et aussi parce qu'ils n'ont pas un assez gros deal flow, c'est-à-dire qu'ils reçoivent pas assez. Attention, alerte jargon. Encore une fois, effectivement, ils reçoivent pas assez de sociétés, enfin de projets. Ils ont l'impression en fait d'en voir passer beaucoup. Si, par exemple, je sais pas, une personne qui a vendu son entreprise et qui souhaite réinvestir une partie de cet argent dans des sociétés va recevoir peut-être 3, 4, 5, 6 propositions d'investissement par mois, d'accord? Peut-être, hein, à peu près. Et en fait, il va commencer à se dire, ah ouais, en fait, je vois passer pas mal de projets. Mais en fait, généralement, c'est pas du tout le cas. Il voit vraiment la pointe de l'iceberg et surtout, souvent, il voit en plus les projets qui sont dans sa région uniquement. Et donc, généralement, c'est pas forcément les meilleurs. Il faut pas se mettre ni de limites géographiques, ni souvent trop sectorielles. Il faut regarder un peu tout ce qui passe, se forger son expérience et puis savoir que les 3, 4, 5 premiers investissements que tu feras, mis à part une énorme chance du débutant, tu as de grandes chances de tout perdre. Mais c'est un peu ton MBA d'investisseur. En gros, au lieu d'aller dépenser 50 000 euros pour faire un MBA à l'INSEAD ou à Wharton ou à je ne sais où, eh bien, tu te dis que tu mets 5 tickets de 10 000 euros dans des boîtes et tu apprends le métier d'investisseur. Ça fait cher l'investissement. L'apprentissage, Mais pardon. un MBA, c'est cher aussi. Ouais, et alors justement, c'est une des conclusions à laquelle j'étais arrivée. Et quand on a préparé cet épisode-là, on était complètement d'accord. C'est-à-dire déjà, tu me dis, tu es en train de me dire, il faut pas commencer avec un projet, il faut commencer avec plusieurs projets. Donc, c'est quoi les tickets minimums qu'il faut mettre dans des projets? Et ensuite, t'enchaînes avec 50 000 euros. Donc concrètement, on parle... Enfin, ce que tu es en train de dire en creux, c'est qu'on ne se lance pas dans l'investissement en société non cotée si t'as pas 50 000 euros. Et quand je dis 50 000 euros, c'est faut pas que ce soit 100% de ton épargne. Parce que, comme on vient de le dire, c'est des investissements qui sont super risqués. Donc, il faut avoir 50 000 euros à investir dans du risque. C'est-à-dire qu'il te faut encore de l'épargne à côté, à investir dans des placements plus sécurisés. Et ça, c'est chacun fait sa sauce entre de l'assurance vie, de l'immobilier et plein d'autres choses qui sont moins risquées. Ouais. Donc, effectivement, c'est une stratégie d'investissement non seulement pour des initiés, ça, on l'a vu, on vient d'en parler et on pourrait encore en parler, mais concrètement, c'est aussi une stratégie d'investissement de riche, Corentin, non? Oui, c'est vrai, un peu, parce que tu l'as très bien résumé. Il faut surtout pas investir
la totalité de son épargne là-dedans, ce serait trop risqué. Il faut encore une fois la phrase, tout le monde la répète toujours, mais c'est vrai, hein, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut faire de l'IMO parce que c'est plus sûr. Il faut faire de l'assurance vie parce que c'est plus sûr. D'abord en priorité, hein. Il faut faire tous ces trucs-là. Et puis ensuite, s'il vous reste encore un peu d'argent, effectivement, vous pouvez faire du non-coté. Et là, le non-coté, effectivement, comme tu dis, il va falloir le trancher en plusieurs tranches, plusieurs tickets. Et donc, imaginons que sur certaines plateformes de crowdfunding, le ticket d'entrée, il est à 1 000 euros. Donc, effectivement, il va falloir en faire au minimum 10. Donc, on est vite dans les 10 000, 20 000 euros de minimum pour aller sur ce marché de manière un peu intelligente et pour limiter un peu les risques. Donc, oui, effectivement, c'est un peu une activité de riche, même si c'est beaucoup moins le cas qu'il y a 10 ans. Puisqu'il y a 10 ans, si tu voulais être business angel, en gros, allez, il te fallait peut-être 100 000 euros minimum pour mettre 10 tickets de 10 000 euros. Aujourd'hui, tu peux commencer avec 10 000 euros où tu vas mettre 10 tickets de 1 000 euros. Et tu parles de ce chiffre de 10 qui est pas anodin, parce que moi, quand j'entreprenais, alors j'entreprends toujours, mais quand j'ai monté ma boîte, que je suis allée chercher moi-même des sous et que quand j'ai levé des fonds, je me rappelle très bien qu'il se disait beaucoup qu'un fonds d'investissement avait ce ratio de sur 10 projets, il y avait une pépite, donc une qui allait multiplier au moins par 10, 2 ou 3 projets à peu près rentables à l'équilibre, donc ils vont faire un multiplicateur 1 ou 1,5, voire 2 maximum. Et puis tout le reste, globalement, va se casser la gueule, donc il va y avoir une perte sèche. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est à peu près correct? Est-ce que soit c'est des ratios que tu constates dans ton portefeuille, soit le portefeuille que tu as en propre, soit le portefeuille que tu gères que tu vois passer en tant qu'intermédiaire? Oui, c'est effectivement un ratio. Alors, dans les grandes lignes, c'est tout à fait vrai. En fait, le problème de ça, c'est que si t'as pas la pépite dans les 10, bah, t'es vraiment mort, quoi. Tu fais vraiment Grave. un retour horrible. Donc, effectivement, si tu arrives à avoir cette pépite, tant mieux. Et cette pépite, si elle fait x10, bon, bah, ça va, tu vois, t'as remboursé tes 10 investissements et après, tout le reste, c'est que du bonus, donc c'est cool. Si elle fait x20, x50, x100, et ça c'est génial parce que là tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Mais si cette pépite tu l'as pas et donc les 5 que tu as, bah, elles font faillite comme tu dis, les 2-3 elles font x1, x2 et puis c'est fini. Et puis les autres finalement elles se vendent pas, elles restent un peu stagnantes comme ça. Bah, finalement là clairement tu peux facilement perdre 60-70% de l'argent que tu as investi, clairement. Donc, ce qui est difficile à accepter, c'est cette fameuse loi de power, loi de puissance, la power law, qui dit quoi? Qui dit en fait que bah, dans cet univers-là, c'est un peu le gagnant qui prend tout. C'est-à-dire que sur les 10 investissements ou les 100 investissements que tu feras, de toute façon, tu gagneras ta vie avec seulement une poignée d'entre elles. Tu vois, si on prend par exemple un incubateur accélérateur très très célèbre dans le monde qui s'appelle le Y Combinator en Californie, et ben, il y avait un chiffre hallucinant. Alors, je me souviens plus très précisément ce que c'était, mais je vais donner les grandes masses. En gros, aujourd'hui, 75 ou 80% de la valeur de leur portefeuille de toutes leurs startups, en fait, elles sont portées par 3 ou 4 boîtes, que sont Airbnb, Dropbox et 2-3 autres. Alors que il y a eu des milliers de startups qui sont passées par le Y Combinator, tu vois. Donc, c'est assez dingue de se rendre compte à quel point c'est vraiment un jeu où les gagnants prennent tout. Et je voulais revenir sur, tu as plusieurs fois parlé de cette expression tous ses œufs dans le même, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas Warren Buffett. Désolée si c'est pas lui, mais je me demande si c'est pas lui qui émettait des réserves sur cette idée de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, est-ce que c'est lui ou Robert Kiyosaki? Je t'avoue que je ne sais plus, mais il y a un courant qui dit effectivement, en matière d'investissement, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et il y a un courant qui dit, faut quand même pas non plus trop diversifier ses investissements dans leur nature, parce que c'est en se spécialisant dans un type d'investissement qu'on gagne en expertise et qu'on peut aussi aller battre les odds, qu'on peut aller aide-moi Corentin, mais qu'on peut réduire en tout cas ses chances d'échec, qu'on peut augmenter ses probabilités de succès, c'est ça que je veux dire. Toi,
justement, si on revient donc sur ce débat de est-ce qu'on doit mettre un peu d'assurance vie, un peu d'immobilier, un peu d'investissement en start-up, dans la mesure où on vient de se dire que l'investissement en start-up, c'était quand même difficilement accessible à des non-initiés. Au-delà du fait de pas tout mettre quand même là-dessus parce qu'il faut se constituer une épargne de précaution, mais dans l'absolu, quelle pertinence tu accordes à ceux qui disent que c'est pas complètement débile non plus de mettre beaucoup de ses œufs dans le même panier? Alors, en fait, moi, je vois tout à fait ce que veulent dire ces gens et je suis complètement en phase avec eux. Sauf que il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est une phrase de gens qui réussissent très bien, tu vois, Oui, très oui. très fort. Warren Buffett, petit investisseur modeste Voilà, qui n'a pas fait grand-chose de voilà. sa vie. C'est ça. Donc oui, si tu penses que tu peux être aussi bon qu'un mec comme ça, tu vois, franchement, oui, vas-y, spécialise-toi tu vois, dans un truc et fais-le à fond. Et je serais ravi d'être, ne serait-ce qu'un centième de fois aussi bon que lui, tu vois. Mais pour le commun des mortels, je dirais que c'est quand même pas bête d'avoir une petite précaution à côté, quoi, tu vois. Donc en fait, moi, mon conseil, en fait, c'est surtout diversifier à la base et après, spécialisez-vous dans ce dans quoi vous êtes excellent. Ce qui Donc vous plaît effectivement, aussi. Il faut avoir une ce appétence, qui vous quoi. plaît, ah ça c'est sûr, parce que tu vois, moi je fais un peu d'immobilier, mais franchement, en fait, enfin, je m'en fous un peu de l'immobilier, tu vois, ça me Ouais, passionne pas, alors que moi, quoi. ça me passionne Enfin, tu vois, l'immobilier. voilà, bah tu vois, donc il faut qu'on parle et qu'on échange, mais plus. Mais voilà, moi j'ai un peu d'IMO, mais enfin, tu vois, j'ai juste acheté, voilà, j'ai des locataires et puis voilà. Et puis en fait, j'ai sûrement pas fait les meilleurs investissements Ouais. IMO, franchement c'est Mais ça clair. te passionne pas Sauf que plus au que moins ça, ils quoi. sont là, T'as pas envie voilà. d'aller loin, de décrypter tous les mécanismes, Pas d'optimiser. du tout, Alors que moi, je suis à fond là-dedans, mais les auditeurs le savent. voilà. Mais ouais, ouais. Et à l'inverse, c'est vrai que je connais la complexité de l'investissement en start-up, en société non cotée, parce que j'ai été d'un côté de la barrière. Et, j'ai pas eu envie de dépasser cette. En fait, de toute façon, même quand on a envie de dépasser, il y a trop de barrières, je trouve, mais on vient de le dire. Mais pour le coup, toi, tu as voulu les dépasser et t'y arriver. Et c'est complètement pas inaccessible. C'est ça qui est génial. C'est ça, moi je viens pas d'un milieu d'investisseurs, hein, j'ai personne dans ma famille qui est investisseur. Et puis, je me suis réveillé un peu sur le tard, quoi, tu vois? Finalement, oui, effectivement. Alors attention, après, comment dire? Il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est longue, hein, dans ce métier, effectivement. Tu vois, moi, j'ai bossé il y a une dizaine d'années déjà en banque d'affaires et je me voyais pas du tout, même après 2 ans d'expérience en banque d'affaires, me lancer là-dedans, à la fois comme investisseur. Alors bon, d'ailleurs, ça tombe bien, j'avais pas les moyens, mais même ne serait-ce qu'en tant qu'intermédiaire, tu vois? J'aurais pas senti la légitimité à l'époque, tu vois? Et 10 ans après ou 7 ans après, je l'ai senti, tu vois? Alors, j'ai envie qu'on se mette dans la peau, dans ma peau, presque, d'une personne lambda qui écoute l'épisode et qui se dit, bon, ok, je rentre peut-être dans les cases, j'ai peut-être 20, 30, 40, 50 000 euros que j'ai envie d'investir. En tout cas, je me dis que ça me déplairait pas de me constituer cette épargne-là pour pouvoir le faire parce que, voilà, ça m'intéresse. De la même manière que moi, l'immobilier, ça m'intéresse. Peut-être que des gens qui nous écoutent se disent vraiment, en fait, ça m'intéresse. Je suis attirée par ça. L'entrepreneuriat, ouais, en fait, c'est une espèce d'entrepreneuriat par procuration parce qu'on rencontre toute la journée. Enfin, tu me dis pas l'inverse, des gens passionnants qui ont des idées incroyables. Enfin, ça, c'est super stimulant, j'imagine. Euh, et donc, pour toute personne qui se dit, mais comment on fait, enfin, comment ça se passe, essayons de retracer un peu le parcours. Donc, il y a deux choix. Je commence, je me dis, bon, bah, déjà, il faut que j'ai accès à des dossiers d'investissement. Donc là, on a dit, il y a soit des plateformes, donc, tu as des noms de plateformes qui font... on va parler là plus spécifiquement d'investissement en actions, donc qu'on appelle dans le jargon l'equity. Voilà, on investit dans une startup contre des parts de cette société. Est-ce que tu as des plateformes à citer sur l'investissement en equity?
Écoute, oui, je veux pas en privilégier une par rapport à une autre, mais on peut en citer plusieurs qui me viennent comme ça à l'esprit. Je pense à Anaxago. Mmh. Si on parle de la France déjà, hein, pour Ouais, commencer, ouais, je ouais, pense à ouais. Anaxago, je pense à Tudigo, je pense à Lita et je pense à SoWeFund. Je pense que là, on a les principales, il me L'État, ils semble. font de l'impact investing aussi, non? Ouais, Si tout à je... fait, Ouais, tout à ok, fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà. WeSeed, évidemment, que j'ai oublié de citer là, mais qui est l'acteur historique. Ok. Donc, grosso modo, là, on a quand même une bonne majorité du marché en citant ces acteurs-là en France. Mais moi, ma recommandation, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est en avance sur nous, évidemment, comme toujours. Et donc, on peut voir ce qui s'y passe et on peut voir ce qui va peut-être se passer en France ces prochaines années. Hmm. Et une plateforme comme Angel.co est vraiment, vraiment intéressante pour qui veut se pencher sérieusement sur cette question. Pourquoi? Parce que, un, tu as accès à des startups de la Silicon Valley, qui est quand même le meilleur endroit du monde pour entreprendre, pour plein de raisons qu'on va pas citer, mais que plein de gens connaissent. Et on voit très bien que les boîtes aujourd'hui les plus valorisées dans le monde, elles sortent de la Silicon Valley, quasiment Hmm. toutes. Donc clairement, aujourd'hui, tu as en 2 clics accès à des boîtes de la Silicon Valley, donc c'est assez dingue. Et puis en plus de ça, bah, tu as plus de projets sur cette plateforme et c'est plus professionnalisé encore là-bas. Donc en fait, parce que ça a, tu vois, 15 ans là-bas, alors que chez nous, ça a peut-être 7 ans, tu vois, 7-8 ans. Et donc, moi, je recommande chaudement d'aller voir ce qui se passe aussi là-bas. Ok, on va continuer notre parcours. Mais la deuxième option, donc à cet endroit-là, c'est d'avoir accès à un deal flow, donc à des dossiers en direct ou via un club, etc. Et comment on fait concrètement? J'ai de l'argent, je frappe à quelle porte pour avoir accès à ces dossiers-là, quoi. Ouais. Alors ça effectivement, c'est pas simple et ça va prendre du temps. Ça prend du temps à faire, mais c'est assez génial parce que ce qu'on appelle dans le jargon, encore une fois, un deal flow propriétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire des boîtes qui viennent à toi directement toutes seules. Et ça, c'est quand même assez génial. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai. J'ai 200 boîtes qui viennent me voir chaque mois parce que je suis très actif sur ces sujets-là. Et bah, elles savent que potentiellement, je peux leur trouver des investisseurs ou je peux même investir aussi chez eux. Donc, comment j'ai fait ça pour me créer ça? Je suis parti de zéro, comme tout le monde. Bah, en fait, j'ai un peu écumé les lieux comme, tu vois, les incubateurs, les écoles, les avocats, les experts comptables, les organismes de formation, etc., etc. Et puis, bah, je raconte un peu ce que je fais sur LinkedIn. C'est-à-dire que je mets, bah, tiens, je suis membre du conseil d'administration de telle société, j'ai investi dans telle société. Et ça peut commencer avec des tout petits trucs. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Tu mets 1000 euros dans une société sur une plateforme de crowdfunding. Mm. Bah, si tu mets sur LinkedIn que tu es business angel dans telle société, c'est la réalité. Même si tu as Ouais. investi que 1000 euros, tu vois, c'est pas grave. Bah, tu vas commencer à avoir un tout petit deal flow avec des gens qui vont t'envoyer des dossiers parce qu'ils auront vu que tu es investisseur dans telle société, tu vois, etc., etc. Et donc, petit à petit, tu vas te constituer comme ça un deal flow naturel. Et au bout d'un moment, bah, tu vas avoir peut-être 5, 10, 15, 20 dossiers par mois que tu vas recevoir et que tu vas devoir filtrer, traiter, analyser. Mais attention, ça prend du temps tout ça. Mm. Et c'est là où j'imagine il faut aussi calmer son ego et ne pas se précipiter sur le premier deal qu'on t'envoie et en étant fier, ah ça, bien, je suis quelqu'un d'important, on commence à m'envoyer des deals, etc. J'imagine que voilà, il faut aussi mettre en garde un petit peu sur cet aspect-là, quoi. Il y a un aspect un peu C'est clair. grisant tout d'un coup quand on te sollicite pour ton argent, quoi. Exactement, mais ça, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose que je vois souvent. C'est en fait souvent tu sais, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui vend sa boîte, quel que soit son âge, hein. Et là, il se retrouve dans la position du mec ou de la nana qui commence à avoir de l'argent, puisqu'il n'en avait pas forcément avant. Et effectivement, comme tu dis, il y a des gens qui commencent à venir le voir. Et donc, il se dit, OK, j'ai de l'argent, donc j'ai un peu de pouvoir de sélectionner les dossiers, etc. Et en fait, souvent, il fait pas mal de conneries. Et d'autant plus c'est dommage parce qu'il y a une incitation fiscale en fait en France à réinvestir
en gros 60% de l'argent que tu as récupéré quand tu as vendu ta boîte et de ne pas être fiscalisé là-dessus. Et c'est vachement intéressant. Par contre, il faut bien se comprendre que ça dure que 2 ans, ça. Et en fait, 2 ans, c'est rien du tout sur l'échelle de temps de l'investissement en startup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il te faut déjà, je dirais, 6, 12 ou 18 mois, allez peut-être 12 mois en moyenne, pour commencer à te créer un petit deal flow, comme on vient d'en parler juste avant, tu vois, un réseau, etc. Donc en fait, après, il te reste plus beaucoup de temps, tu vois, à peine 12 mois pour réinvestir l'argent de la vente de ta société. Donc en fait, tout ça, ça va très très vite. Et moi, ce que je vois sur le marché... Le risque, c'est de se précipiter parce qu'on veut bénéficier de cet avantage fiscal et en fait de pas bien choisir ses dossiers. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si dans ce qu'on a choisi, il n'y a pas la pépite, bah grosso modo, c'est comme si on avait jeté l'argent par les fenêtres, quoi. Bah exactement. Et donc, et ces 2 ans, en même temps, ça passe vraiment très vite. Et donc, c'est ça qui est difficile de comprendre quand on est un chef d'entreprise comme ça, c'est que généralement, avant de vendre, on s'intéresse pas vraiment à ces sujets-là. Et en fait, on les découvre un petit peu après. Et puis, parfois, il est un peu tard. Et peut-être aussi, on est grisé aussi. On a l'impression d'avoir une expertise parce qu'on a monté sa boîte et qu'on l'a revendue. Et qu'en fait, c'est un autre métier. Il faut comprendre, moi, je me rappelle avoir un jour où j'ai discuté avec un VC d'un fonds parisien qui me disait mais il faut comprendre qu'on reçoit des dossiers sur la totalité des marchés qui existent. Enfin, on nous envoie des dossiers de biotech sur des dispositifs médicaux auxquels on comprend rien, qui sont censés résoudre des problèmes qu'on ne sait même, enfin, qu'on comprend même pas ces problèmes-là, et on est censé s'entourer de l'expertise nécessaire pour pouvoir apprécier le dossier en dehors du discours que te sert le fondateur. Mais je parle de la biotech parce que c'est hyper criant, mais il y a plein j'en sais rien, sur des choses très industrielles, sur des choses très techniques. C'est pareil, il n'y a pas juste le nouveau Deliveroo ou le nouveau Uber, où ce sont des business qui sont compréhensibles par tout le monde, sur des marchés qui sont des marchés grand public, mais il y a vraiment cette expertise qu'on n'a pas forcément quand on étudie la validité d'un dossier ou le sérieux d'un dossier. Bien sûr. Et moi, ce que j'adore faire, moi, c'est pour ça que je fais ce métier, hein, c'est passionnant, effectivement, de voir tous ces entrepreneurs qui sortent de partout et qui, effectivement, te font découvrir toi-même. Moi, tous les jours, j'en apprends beaucoup, hein, évidemment, hein, sur tous ces secteurs d'activité, comme tu le cites. Donc, en fait, je fais ce métier aussi beaucoup pour apprendre. Et je suis assez fasciné, effectivement, par la diversité des projets qu'il y a. Et je me souviens plus très bien ce que je voulais te dire d'autre, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'aspect passionnant. Mais effectivement, pour comprendre tous ces sujets et tous ces domaines, comme tu dis, il faut s'entourer d'experts. Et c'est pas toujours facile parce que comment tu les trouves, comment tu les rémunères, etc. Donc c'est un vrai métier où je trouve mon ancien métier de journaliste, oui, c'est ça que je voulais te dire, me sert en fait tous les jours, parce qu'il faut aller investiguer, il faut aller creuser dans les dossiers, il ne faut pas hésiter à poser les questions qui peuvent paraître bêtes, mais pour vraiment bien comprendre tous les tenants et les aboutissants du business dans lequel tu vas investir. Alors, je reprends mon fil et je me remets dans la peau de l'investisseur. Ça y est, j'ai trouvé mon deal. Parce qu'on a beaucoup parlé de la sélection au final. Alors, j'ai trouvé mon deal, je veux investir chez eux, ils ont l'air super, etc. Alors, en direct ou via une plateforme, là, alors via la plateforme, ça va être relativement simple. Faut suivre le processus de la plateforme. À un moment donné, forcément, il faut faire un virement de ses sous. Et ensuite, on attend. En direct, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de paperasse, mais en général, c'est c'est l'entreprise qui va gérer tout ça avec ses avocats et machin tout. Et un jour, on va te solliciter pour faire un virement. Sauf si tu as une batterie d'avocats, etc. Oui, bon, c'est-à-dire quand on se professionnalise, il faut aussi, et c'est un moment crucial de la négociation, c'est avoir une bonne lecture du contrat. Parce que il y a énormément de petites choses. De savoir lire un contrat à ce moment-là, c'est crucial aussi, savoir se faire aider. D'ailleurs, il y a plein d'avocats maintenant qui sont spécialisés dans ce type d'investissement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. C'était une niche. Et maintenant, il y en a de plus en plus parce que voilà, c'est pas... il y a plein de choses à comprendre. Mais on va pas du tout rentrer dans cette subtilité-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bon, les sous sont mis, ça y est, on a nos parts et tout, c'est génial. Alors, à quel moment
je gagne de l'argent. Oula. parce que on parle d'investir. Mon but en tant qu'investisseur, c'est quand même un jour d'avoir un retour sur investissement. On a parlé de multiplicateurs tout à l'heure, on a parlé de la possibilité de perte sèche en capital, mais essayons de partir sur une hypothèse heureuse. À quel moment je gagne de l'argent? Oui, il y en a aussi. Écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est très différent des investissements autres puisque c'est un investissement qu'on appelle non liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas facilement le vendre, cet investissement-là. Et donc, pour récupérer mon argent, j'ai pas énormément de solutions. La solution principale et la plus répandue, c'est quoi? C'est que la société dans laquelle j'ai investi soit vendue à une autre société. Et à ce moment-là, je suis rémunéré, je gagne une plus-value entre la valorisation sur laquelle je suis entré dans la société et la valorisation dans laquelle je suis sorti de la société. Et donc, si la valorisation de sortie est supérieure à la valorisation d'entrée, eh bien, je fais un multiple. Imaginons que je sois rentré dans une société sur une valorisation de 1 million d'euros et que cette société est vendue 10 millions d'euros, eh bien, j'ai fait x10 sur mon investissement. Donc, c'est une stratégie de plus-value, exactement comme si, par exemple, en immobilier, j'achetais un appartement, je le retapais un petit peu, et puis quelques années après, je le revendais avec une belle plus-value. C'est pas une stratégie de rente où j'encaisse des loyers. Pour le cas des sociétés, j'encaisserai éventuellement des dividendes. Ça peut être parfois un peu le cas, mais globalement, la majorité des cas, ce que j'attends, c'est une plus-value à la revente de la société. Et effectivement, comme tu l'as dit, eh bien, il va se passer souvent beaucoup d'années avant que cette société soit vendue. Il va se passer minimum 2, 3, 4, 5, voire parfois 10 ans. C'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Donc, il faut comprendre que, pour les auditeurs, il faut comprendre que on achète des parts d'une société, mais contrairement à une société cotée, pour lequel en un clic on peut se défaire de nos parts et les revendre sur le marché coté, dans le cas de l'investissement dans une société non cotée, récupérer son argent, ça veut dire revendre ses parts. Ça veut dire qu'il faut trouver un acquéreur en face. Alors techniquement, en vrai, tu me dis si je me trompe, Corentin, mais on peut le faire à tout moment. Oui, on peut le faire à tout moment, sauf que ça, c'est la C'est théorie. juste que c'est de la négociation complètement privée. Il faut trouver un acquéreur et s'occuper de la paperasse qui est pas... Oui, mais attention, souvent, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que tu aurais éventuellement le droit théoriquement, sauf que les autres actionnaires de la société sont prioritaires et peuvent préempter, tu vois, la vente, ou bien alors tout simplement, tu n'as carrément pas le droit, et donc il va falloir l'accord, l'autorisation des autres actionnaires, etc. Tout ça, ça va dépendre du pacte d'actionnaires. Donc généralement, tu as moyennement le droit. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, il n'a pas trop envie de se retrouver avec tout le monde et n'importe qui à son capital, tu vois. Donc oui, en théorie. Il veut pouvoir choisir. Il veut pas que tu puisses revendre tes parts à n'importe qui sans avoir un doigt de regard. Voilà, exactement. Donc en fait. Et ce qui fait que non seulement ton argent est bloqué, ouais. mais en plus, il est bloqué pour une durée que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas du tout. En fait, c'est ça qui me gêne le plus. Exactement. Parce que des investissements à capital bloqué, il y en a plein, avec remboursement in fine, etc. D'ailleurs, juste avant l'été, j'ai fait un épisode sur le crowdfunding immobilier. C'est un investissement à capital bloqué, remboursement la plupart du temps in fine. Donc, ok, certes, pourquoi pas, mais là, on a un capital bloqué pour une durée indéterminée qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait, qu'on ne maîtrise pas Parce que c'est effectivement, on va pouvoir récupérer notre argent au moment où la société fait une nouvelle levée de fonds. Ça peut être un cas aussi de récupération de sa mise, ou qu'on appelle encore dans le jargon un exit. Un exit, comme son nom anglais l'indique, c'est quand on sort au profit d'une entreprise qui va nous racheter. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Et donc ça, c'est la vie de l'entreprise, quoi. C'est ça dépend de son développement, des cofondateurs, et ça dépend de facteurs que tu ne maîtrises pas en tant qu'investisseur. Et non seulement tu les maîtrises pas, mais en fonction de ton statut d'investisseur, c'est-à-dire clairement via une plateforme, t'as le droit de regard sur rien du tout, mais même en direct, en fonction du montant que t'as mis dans la levée, concrètement, t'es pas tenu au courant de grand chose, parce que le fondateur n'est pas tenu de t'informer
régulièrement. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et en fait, il peut se passer 1, 2, 3, 4, 5 ans pendant lesquels t'as pas plus d'informations sur la boîte que n'importe qui lit la presse, si tant C'est est vrai. que la start-up ait un peu de presse, quoi. Oui, oui, tu raison, c'est très variable d'un fondateur à l'autre et quand on est investisseur, c'est très, très appréciable d'avoir, tu vois, des entrepreneurs justement qui nous font des super beaux reporting. J'en ai eu un ce matin et franchement, c'est très appréciable parce que lui, tous les mois, il nous envoie son reporting et c'est pas long, hein. Ça fait, 2 paragraphes, tu vois? Il y a une dizaine de points, mais on sait ce qui se passe et ça, c'est génial. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde, donc tu as tout à fait raison. Donc après, sur la liquidité, il y a quand même un truc qu'il faut retenir, c'est que plus la société dans laquelle tu investis va connaître un succès, va être belle, plus tu vas avoir des options de sortie, en vérité. Parce que clairement, tu vois, une société qui se développe très fort, eh bien, il y aura toujours un acquéreur qui pourra se manifester, tu vois? Même si, peut-être qu'il va pas te l'acheter au prix le plus fort possible ou au prix qu'un acquéreur de la société serait prêt à payer, tu vois, dans 1 an ou 2. Mais si la boîte marche super fort, t'inquiète pas, il y aura toujours des gens pour te racheter. Tu vois, ne serait-ce que le fondateur lui-même, il peut éventuellement s'endetter, pour te racheter, tes parts. Ou bien effectivement, comme tu l'as très bien dit, si un fonds d'investissement vient et fait un gros investissement, ils sont souvent appétents pour racheter les historiques, les actionnaires historiques, les petits porteurs ou les petits actionnaires, comme on peut les appeler parfois. Et donc effectivement, à ce moment-là, tu peux sortir, tu peux ne pas attendre l'acquisition par un industriel, mais tu peux sortir maintenant lors de ce qu'on appelle une série A ou plutôt une série B, c'est-à-dire une deuxième grosse C'est les levée. différents tours ouais, Voilà, voilà. exactement, le deuxième Série A, tour de table. c'est le deuxième tour de table, Voilà, de levée de fonds. Série B, c'est celui d'après, etc. exactement. Et plus la lettre est loin dans l'alphabet, et plus les chiffres sont Et c'est élevés. ça, exactement. Et Ok. plus tu as facilité à sortir. Et même d'ailleurs, je vais dire un truc, à partir de la série B, c'est quasiment une obligation maintenant de sortir les petits Hmm. actionnaires historiques parce que Les petits du début, voilà, ouais. on ne veut pas se retrouver avec 150 actionnaires à la fin. Et très franchement, tout le monde est content parce que le business angel qui est rentré au début sur une valorisation de 3 millions et puis quand quand la boîte fait une levée de fonds sur une valorisation de 30 millions après, bah, il a fait son x10, il est super content, le business angel. Alors parfois, c'est pas tout Hmm. à fait vrai, il fait pas x10 parce que le fonds, il va lui proposer de le racheter avec une petite décote. Mais quand même, tu vois, tu vas faire x7, x8, bah, tu vas être vachement content. Et d'ailleurs, c'est quoi la fiscalité de, de l'investissement en start-up? Alors, il y a un avantage fiscal au moment de l'entrée, quand on investit. Bah, en fait, tu choisis un peu, effectivement, c'est soit c'est au moment de l'entrée, soit au moment de la sortie, en gros. Tu vois, au moment de l'entrée, effectivement, tu peux défalquer 25 sur ton impôt sur le revenu. Mais à la sortie, ça peut être aussi parfois beaucoup plus intéressant parce que si tu fais un gros multiple, bah, potentiellement, tu peux gagner effectivement beaucoup d'argent. Donc, il vaut mieux avoir l'avantage fiscal plutôt à la sortie. Et donc là, pour l'avoir à la sortie, c'est quoi? Bah, c'est utiliser le PEA. PEA que tu as dû certainement aborder dans d'autres épisodes. Donc la fiscalité du PEA, c'est la même, hein, que ce soit du côté ou du non-côté. Ou bien, si tu as vendu ta boîte et que tu possédais ta boîte avec une holding, eh bien l'argent, donc tu l'as dans la holding et tu peux réinvestir cet argent à partir de ta holding. Si tu réinvestis 60% de la vente de ta société, bah, tu n'es pas fiscalisé sur ta vente. Bon, je vais pas tellement creuser cette histoire de fiscalité, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée. C'est très simple ce que tu as dit, c'est-à-dire finalement, soit tu as un avantage à l'entrée, soit tu as un avantage à la sortie. On connaît ça sur d'autres investissements, par exemple l'immobilier, en fonction de ton statut, en fonction de ce que tu choisis comme statut pour acheter ton bien. Bah, il y a des avantages que tu vas avoir à différents endroits de la vie de ton bien et tu peux jamais gagner sur tous les tableaux. Mais comme tu sais pas ce qui va se passer dans 5-10 ans, c'est toujours un peu un pari. Et la question, c'est est-ce que tu auras fait le bon pari dès le début ou pas? Ça, c'est encore d'autres questions. Mais bon, je pense que pour les gens de toute façon qui voudront aller dans ce type d'investissement, il y a tellement d'autres choses à apprendre que il faudra pas faire l'économie de s'intéresser à la fiscalité. Mais on va peut-être pas rentrer dans ce sujet-là maintenant. On a parlé rapidement tout à l'heure
Bon, on a globalement beaucoup évoqué l'investissement en equity, donc acheter des parts d'une société non cotée. J'aimerais qu'on revienne sur d'autres dispositifs qu'on a vaguement... On va pas non plus s'attarder trop là-dessus, mais qu'on a vaguement évoqué au début. Le prêt, d'abord. Alors, est-ce qu'on est toujours dans l'investissement en start-up? Bon, c'est un type d'investissement. On peut prêter de l'argent à des boîtes. Alors là, globalement, ça passe quasiment que par des plateformes. Oui, enfin oui, oui et non. Ça dépend un peu de ton patrimoine. C'est-à-dire que effectivement, si tu as des petites sommes à prêter, tu peux passer par des plateformes. Encore une fois, il faut faire attention, il faut prêter plutôt à 10 entreprises plutôt qu'à une seule, hein, puisqu'il y a quand même un risque de défaut. Et encore une fois, si on prend le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, parfois il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à se financer par les banques et qui donc atterrissent sur ces plateformes, hein. C'est pas le cas de toutes, mais effectivement, c'est parfois ça. Donc, il faut faire attention. Par contre, si tu as un plus gros patrimoine, tu peux accéder, hein, maintenant à des sociétés qui proposent, tu vois, des placements obligataires dans des sociétés non cotées, donc des obligations. Et là, les taux, donc les rendements peuvent être vachement intéressants, hein, très très intéressants, et le risque un peu moindre, puisque c'est des boîtes généralement qui sont sélectionnées quand même par ses partenaires, et on est sur des sommes plus importantes, tu vois, sur des 50, 100, 200 000 euros, des choses comme ça. Donc ça, c'est effectivement... T'as des exemples de plateformes qui font les ça? noms ne me viennent plus à l'esprit, mais je pourrais te les communiquer après, puis on pourra peut-être les ajouter sur les commentaires. Anaxago fait pas ça parce que ils font un peu tout Anaxago. Je ne sais pas, je me souviens plus. Bon, à vérifier. Mais en tout cas, c'est souvent des plateformes qui sont pas très connues du grand public, parce que c'est des plateformes qui bossent avec des investisseurs assez gros. Ok. Et le dernier dispositif qui était nouveau pour moi, en fait, c'est en préparant cet épisode et en discutant avec toi que j'en ai appris un petit peu plus. C'est des auditeurs qui m'ont d'ailleurs sollicité sur ces questions-là. Ce sont les investissements avec comme contrepartie des royalties. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme ça prend et c'est quoi exactement d'investir en société non cotée pour des royalties? Ouais, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, c'est assez récent et c'est assez hybride, mais c'est très facile à comprendre. En fait, l'idée, c'est de proposer à tout un chacun, donc d'investir ou de prêter, je sais pas trop comment on dit d'ailleurs, hein, mais allez, disons investir de l'argent dans des sociétés, mais sans être actionnaire de la société. Alors vous allez me dire, bah, quel est l'intérêt? Bah, en fait, l'intérêt, c'est que l'entrepreneur s'engage à vous rendre l'argent et vous rémunérer de manière indexée sur son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que l'entrepreneur va dire, OK, tu me prêtes ou tu investis 1000, 10 000 ou peu importe combien d'euros, ou même moins que 1000 euros d'ailleurs, hein, parfois je crois que ça démarre à 100 euros. Et donc moi, je vais te rendre X% de mon chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années. Par exemple, je sais pas, 3% de mon chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années. Et donc c'est vachement intéressant parce que tu vas suivre la progression de la boîte. Si la boîte progresse vachement bien, bah en fait ton retour sur investissement, il va être super bien, il va être super bon. Tu vas même pouvoir faire, dans le meilleur des cas, x3 sur ton investissement. Il n'y a pas de limite. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas de limite à la hausse. C'est souvent limité à x3. En tout cas, sur les plateformes françaises que je connais, c'est plafonné à x3. Mais après, tu vas aussi pouvoir faire, voilà, c'est déjà pas mal, parce qu'on dit x3, x3. Non, mais c'est déjà pas mal. On parle pas de 3%, on parle de multiplier son investissement par 3. Clairement, donc, on parle de 200%. Ouais, voilà, ouais, donc clairement. oui, non, mais on fait comme si, x3. Oui, parce qu'avant, on a parlé de LinkedIn, où on a fait x1000, etc. Oui. C'est ça. Mais non, mais écoute, moi-même, j'ai investi sur ce genre de plateforme. Alors, il se trouve que j'ai investi dans des boîtes qui ont vachement bien performé. Donc, effectivement, mon retour sur investissement, il est très, très bon. Maintenant, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes. Alors, concrètement, il y a un remboursement du capital, donc oui. tous les mois, tous les trimestres. Trimestre ou un autre trimestre, ok. Ouais. Plus effectivement les intérêts qui sont calqués sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ok, donc en fait, bon, c'est un prêt, hein, soyons clairs, avec intérêt variable calqué sur le chiffre d'affaires. Est-ce que on comprend bien l'avantage à la hausse? Quel est le risque à la baisse? Le risque, c'est de faire
ton capital et zéro d'intérêt, ou le risque, c'est de Non, perdre ton capital? non, tu peux tout à fait perdre ton capital, hein. Tu peux tout à fait perdre ton capital parce qu'en fait, Ok. si la boîte dans laquelle tu as investi fait 0 chiffre d'affaires, eh bien, tu as 0, enfin, tu encaisses 0, tu vois. Donc en fait, Et c'est pas différé, par exemple, il se peut pas qu'il y ait un trimestre, il puisse pas rembourser capital et intérêt, et que du coup c'est différé dans le temps. c'est une bonne question. C'est une bonne question qui, j'en connais pas la réponse parce que ça m'est pas arrivé, mais effectivement, imaginons une personne qui est investie dans un projet juste avant le confinement, tu vois, calqué sur le chiffre d'affaires de, je sais pas, d'une boîte dans l'événementiel ou dans un restaurant, Dans le bah, tourisme, bah ouais. ouais, et là effectivement, bah là c'était pour le coup c'était zéro quoi, zéro chiffre d'affaires, donc il a a priori reversé zéro. Donc il y a un risque de Toi, quelles perte. sont les plateformes sur lesquelles tu as investi? Comme ça, on va donner des noms. Écoute, moi j'ai investi sur We Do Good. Ok. Je sais pas s'il y en a d'autres qui existent en France, mais en tout cas celle-là est très sérieuse. Bon, on s'excuse par avance pour toutes les autres qui en font et qu'on citera pas. Donc ça veut dire que concrètement, pour ceux qui s'intéressent à ce dispositif, il y a encore quelques questions à poser. N'hésitez pas à les poser à We Do Good sur les dispositifs, enfin le risque exact qui existe en cas de mauvais résultats de la société, tout simplement, quoi. Toutes les subtilités qu'il peut y avoir sur est-ce que c'est une perte sèche, est-ce que ça décale les remboursements sur plus tard, etc., etc. Et puis sur quelle est la temporalité, toi, de tes investissements, c'était combien de temps? Écoute, j'ai investi, je pense la première fois il y a 2 ans et c'était sur des durées, tu vois, entre 3 et 5 ans, un truc comme ça. Ok, donc Donc ça là, va, c'est du moyen terme quand même. ouais, c'est ça. Mais j'ai encaissé, tu vois, plusieurs trimestres de retour, tu vois, Hmm. au moins 3 ou 4 ou même plus, ouais, plus que ça, même peut-être 6 trimestres. Et donc, dans des boîtes qui ont vachement bien fonctionné. En fait, c'est simple, c'est des boîtes qui ont surperformé leur BP, tu vois, leur business plan. Donc, en fait, elles ont fait mieux que ce qu'elles attendaient, que ce qu'elles prévoyaient. Et donc, quand elles font mieux que ce qu'elles prévoient, bah là, vraiment, c'est un super investissement, quoi. Et est-ce que tu penses que ton expertise joue même quand tu passes par une plateforme? Ah oui, c'est clair. Ok. C'est clair J'aurais parce aimé que que tu me dises non, mais non, mais j'aurais menti. Bah oui, clairement, parce que je sais quoi regarder rapidement. Je sais les pièges aussi, tu vois. Tu sais, je parlais tout à l'heure de la poussière qui est mise sous le tapis parfois. Hmm. Bah ça, je sais aller regarder soulever le tapis, tu vois. Mais par contre, t'as pas accès, toi, aux investisseurs. Tu peux pas leur parler, quoi. Ça, c'est la limite. C'est-à-dire que Aux tu sais entrepreneurs, tu bien veux dire? lire aux fondateurs. Tu connais le système, mais il y a le critère que tu n'auras pas, c'est celui de leur avoir parlé et d'avoir validé le côté humain du truc. Bah oui et non, parce que rien ne m'empêche de le contacter sur LinkedIn, tu vois. Ok, Donc d'accord. très franchement, enfin, C'est un bon conseil, je, ça. ouais, tu vois, Tu vas chercher rien la boîte n'empêche sur personne en LinkedIn, tu le fait. contactes, tu dis bah écoute, je m'apprête à souscrire à ton projet sur telle Bah ouais, plateforme. J'avais quelques questions à te poser voilà, j'avais quelques questions à te poser. Est-ce qu'on pourrait avoir un échange, etc. Et quelque part, en fait, la réponse du fondateur va aussi te donner des indices, comme tu dis, des signaux faibles et confirmer exactement. ou non ton envie d'investir, quoi. Et en fait, tu auras même plus d'informations que les autres, tu vois. Donc c'est un super conseil. C'est pas un délit d'initié, j'espère. Et écoute, c'est une bonne question, mais Chut. a priori tout ça est public, donc tout le monde peut Mais t'es accéder, pas, tu ouais, vois. t'es pas forcément en concurrence avec les autres sur une plateforme, mais bon. Sujet suivant. Corentin, faisons un bilan. Alors, sur combien de projets, toi, tu as investi? Combien de projets et ça représente combien en montant global? Alors moi, Ouais, à titre personnel, j'ai dû investir, je pense, sur une douzaine de projets. ok. Une douzaine de projets. Ça doit représenter, je pense, environ 70 000 euros. Donc, t'as mis des petits tickets, toi. J'ai mis des petits tickets, ouais. Et Enfin, je suis désolée pour... oui, oui, c'est des petits tickets dans le monde de l'investissement de start-up parce que du coup, ça représente aux alentours à peu près de 5 000 euros si je... c'est ça, Ouais, exactement, ok. exactement. Et dans ces 12 participations, il y en a 2 où je n'ai pas déboursé d'argent pour rentrer.
mais j'ai en fait investi plutôt mon temps et mes connaissances et mes expertises pour siéger ce qu'on appelle au board ou au conseil d'administration de la boîte, et donc pour apporter mes conseils contre une fraction du capital. Donc en réalité, sur les 12, j'ai dû investir véritablement de l'argent dans 10 cas. 10 cas sur 12, et dans 2 boîtes, eh bien, je n'ai pas investi d'argent, mais j'ai investi mon temps. Ce qui est aussi une possibilité, effectivement, hein, pour rentrer au capital de certaines boîtes. Et il faut avoir une expertise à faire valoir, effectivement, pour mentorer ou apporter quelque chose qui peut être une expertise sectorielle, par exemple. Ouais, exactement, sectoriel ou de réseau ou de métier ou effectivement, oui, oui. En fait, il faut que tu arrives enfin, il faut que le fondateur pense que tu peux lui apporter quelque chose. Si le fondateur pense que tu peux lui apporter quelque chose et qu'il n'a pas forcément spécialement besoin d'argent, mais plus de conseils, de réseau, etc., ça peut être une opportunité pour toi de rentrer dans une boîte, tu vois, ça arrive, hein. Ou alors, le fondateur, il pense qu'il a besoin d'argent et en plus de conseils, et donc il va faire le tri entre les investisseurs, entre un investisseur A qui va amener que de l'argent et un investisseur B qui va amener de l'argent plus des conseils. Il va préférer le numéro B qui va amener aussi des conseils. Donc à toi, en fait, de te vendre comme investisseur en disant au fondateur ce que tu peux lui apporter, tu vois, de plus. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les plus beaux deals, les plus belles boîtes, elles ont le choix des investisseurs, hein. C'est le pouvoir, il est inversé, et c'est à toi, investisseur, de te battre pour rentrer dans les plus belles boîtes. Clairement, et moi je me suis battu, tu vois, sur certaines boîtes pour rentrer, en lui disant, voilà, moi j'ai tel réseau, je peux apporter telle compétence, je peux t'aider sur tel et tel point, tu vois, etc., etc. Et donc, il y en a un certain nombre qui le comprennent bien et qui, du coup, préfèrent un investisseur comme ça qui va être force de proposition plutôt qu'un investisseur même s'il mettait des tickets plus gros, mais qui dirait, ok, tu vois, qu'il embêterait avec chaque chiffre, chaque semaine, etc. Enfin, tu vois, il faut bien comprendre ça aussi. T'as fait des sorties sur tes 12 investissements, ou ils sont tous en cours? Non, j'ai jamais encore fait d'exit, justement, à titre personnel, jamais encore fait de sortie, ils sont tous en cours, et j'ai pas non plus eu de faillite, donc écoute, je suis ni dans l'un cas ni dans l'autre. Et j'ai fait mon premier investissement il y a 27 mois. Ok, d'accord. Donc 27 mois, 12 tickets. Donc tu investis en moyenne tous les 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Ouais, tout à fait, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Super Capital? Écoute, oui, avec plaisir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué une grande communauté d'investisseurs privés, donc de business angels, ces dernières années. Alors, plutôt des investisseurs privés aguerris, des gens soit qui ont vendu leur boîte ou qui ont un certain patrimoine et une certaine connaissance quand même de ce milieu de l'investissement en société non cotée. Et ces gens-là, en fait, ce que je leur propose, c'est que je leur propose de leur envoyer chaque semaine 1 à 2 deals early stage que je trouve intéressants, que j'ai sélectionnés, filtrés parmi les centaines de dossiers que je reçois chaque mois. Donc en fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir en fait ce premier filtre et de recevoir en fait ce qu'on appelle un deal flow qualifié, c'est-à-dire un deal flow qui présélectionne, tu as fait une présélection de ces dossiers-là. Exactement, avec les bons KPIs, avec j'ai vérifié que l'équipe était, tu vois, solide, j'ai vérifié qu'il y avait un vrai produit, qu'il y avait des vrais, qu'il y avait un vrai positionnement, déjà du chiffre d'affaires, etc. Enfin, tu vois, j'ai vérifié qu'il y avait un certain nombre d'actifs comme ça. Et donc, en fait, parce que tout ça, c'est beaucoup de temps, tu vois, beaucoup de temps. Et je fais économiser du coup du temps à tous ces investisseurs privés, ces business angels. Et donc, régulièrement, quand on se voit, quand ils m'appellent, ils me disent, écoute, nous, on reste abonnés parce qu'on aime bien le deal flow que tu nous envoies, parce qu'à la fois, il y a beaucoup de boîtes et aussi, elles sont très quali. D'ailleurs, c'est quoi est-ce que tu arrives à identifier quelles sont les motivations principales des investisseurs ou des typologies d'investisseurs que tu vas avoir? Alors, elles sont vraiment très, très diverses et variées, hein. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui vont être très passifs, qui vont voir ça vraiment comme une manière de gagner potentiellement beaucoup d'argent en faisant un très gros multiple éventuellement, peut-être un jour une fois, en restant dormant.
Mhm. Mais ça, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, veulent un peu vivre une expérience entrepreneuriale par Par procuration. procuration, ouais. Voilà, soit parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé, parce qu'ils avaient créé une boîte, ou alors parce Mhm. qu'ils l'ont jamais fait et qu'ils sont cadres sup dans une grande boîte et qui rêvent de le faire, mais qui ils le font pas. Donc en fait, voilà, moi j'ai surtout des chefs d'entreprise dans ma communauté, des gens soit qui ont déjà vendu leur boîte et qui sont liquides, soit qui n'ont pas encore vendu leur boîte et qui ont une activité qui leur permet d'investir à côté. J'allais dire il y a 10 ans, mais oui, ça fait pas loin de 10 ans maintenant. Quand moi, je levais des fonds il y a 8 ans à peu près pour ma boîte, il y avait beaucoup parmi les investisseurs non professionnels, donc ce qu'on appelle les business angels, il y avait beaucoup de gens qui couraient après la défiscalisation. Finalement, ils avaient de l'argent qui dormait un peu. Il y avait déjà à l'époque des mécanismes d'incitation sur les investissements en PME, en start-up. Et la compréhension que j'avais, attention, je n'avais pas vocation à tout savoir et tout comprendre, mais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui couraient après les incitations fiscales. À l'époque, oui, tout à fait. Et cette époque est complètement révolue. Cette époque est complètement révolue parce qu'en fait, entre-temps, l'ISF n'existe plus. Entre-temps, les incitations fiscales ont beaucoup diminué, etc. Et donc, ce qui n'est pas plus mal parce que ça a quand même pas mal professionnalisé tout ça et ça a gardé en fait seulement les investisseurs qui sont vraiment motivés par ce dans quoi ils investissent. Parce qu'en fait, il y a 10-12 ans, bah, effectivement, on retrouvait des gens qui savaient pas trop dans quoi ils investissaient. De toute façon, ils investissaient pour défiscaliser. Et ça, c'était pas très sain pour l'écosystème. Exactement. Et aujourd'hui, Bah, c'est c'est pas plus du simple tout le parce qu'en cas. fait, t'as des start-up, des primo-entrepreneurs qui vont chercher l'argent auprès d'investisseurs non aguerris. Donc, il y a comme une forme de facilité. Je mets des guillemets, vous les voyez pas, mais autour du mot facilité. Mais disons qu'il y a une forme de facilité à financer des projets qui en fait sont des projets nazes. Honnêtement, je pense que je rentrais totalement dans cette catégorie à l'époque. J'ai pas eu tant de mal à aller chercher. On va dire les 50, 60, 70 000 euros que je suis allée chercher à l'époque. Et je pense que des investisseurs plus aguerris m'aurait empêché finalement m'aurait empêché de faire cette connerie, mais m'aurait aussi empêché de faire cette belle expérience entrepreneuriale qui a été un échec, mais qui a été probablement une des plus belles expériences professionnelles que j'ai vécues de ma vie. Oui, personnel. Ouais, Et bien personnelle sûr. aussi. Bien sûr. Mais en tout cas, je comprends, du point de vue de l'écosystème, c'est pas très sain que l'accès à l'investissement soit aussi simple. C'est marrant, C'est j'avais pas vrai. le même discours il y a 8 ans. Hein, et on est, non, mais on est un peu dans c'est schizophrène de se dire, il faut que ce soit plus facile de trouver de l'argent parce que ça dynamise un tissu entrepreneurial, business français, et ça maintient aussi une partie de l'économie. Parce qu'il faut savoir que les PME, les startups dont on parle, sont des startups qui créent de l'emploi, énormément en CDI. Alors des fois, c'est que pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais quand même, c'est un tissu qui est important de faire vivre. Et d'un autre côté, bah, si c'est trop facile d'avoir de l'argent, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans la Silicon Valley, c'est qu'il y a tellement d'argent dans la Silicon Valley que les taux d'échec aussi sont monumentaux, quoi. Parce que c'est trop facile d'avoir de l'argent et que bah, du coup, même les projets les plus médiocres sont financés dans des proportions qu'on n'imaginerait même pas en France, quoi. Oui, sauf que le projet médiocre dans la Silicon Valley, il est moyen plus en France, tu vois. Mais il a peut-être moins de chances d'émerger dans cet écosystème là-bas, en tout cas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, voilà, tu as raison, hein, il faut que ce soit plus accessible. Mais en fait, disons que je dirais que ce qui est dommage aujourd'hui, mais c'est un peu moins vrai, c'est de moins en moins vrai, c'est que les meilleures boîtes, les plus belles, galèrent quand même encore un petit peu à lever de l'argent. Et ça c'est un peu dommage, tu vois. Effectivement, aux US, si tu es une belle boîte qui marche bien, tu n'as aucun souci pour trouver de l'argent. En France, si tu es une belle boîte qui marche bien, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas si simple. Tu y arrives, mais c'est pas si simple. Et donc, tu vois, pour te donner une comparaison, aux US, tu as 1000 fonds micro-funds, donc micro-fonds en early stage, tu vois. En France, il y en a peut-être, tu vois, 20, quoi. Donc, pour donner une idée de la maturité de l'écosystème. Mais c'est en train vraiment d'exploser et d'émerger en France parce que
encore une fois, ce qui s'est passé aux US ces 15 dernières années, c'est en train de commencer à arriver en France. Depuis 5 ans, clairement, l'écosystème startup, il a vraiment beaucoup évolué dans le très bon sens. Et moi qui étais déjà dans cet écosystème il y a 10-15 ans, je vois les énormes changements qu'il y a eu et franchement, c'est top. Et à titre personnel, quels sont les enseignements, j'ai presque envie de dire les erreurs que tu as fait, que tu ne referais plus avec ton expérience d'investisseur de quelques années maintenant? Ouais, écoute, moi, à titre personnel, je peux en parler, mais surtout, ce dont je peux parler, c'est aussi ce que je vois autour de moi de tous ces néo-investisseurs, néo-business angels dans ma communauté. En fait, vraiment, le truc le plus important, c'est surtout, n'investissez pas un trop gros ticket dès le départ dans un seul projet. Et ça, on le voit encore tous les jours. Alors, heureusement, on le voit de moins en moins, hein, mais tous les jours, on voit encore des gens tomber amoureux d'un projet ou d'un porteur de projet et investir un ticket énorme, genre, je sais pas moi, 100 000 euros, 200 000 euros dans une seule boîte. Et ça, à moins d'être milliardaire, c'est quand même la dernière des choses à faire parce que 100 ou 200 000 euros, c'est vraiment beaucoup d'argent pour la quasi-totalité des gens, hein, quand même. Combien de fois j'ai vu des gens investir des gros montants comme ça, c'était quasiment tout ce qu'ils avaient, et évidemment, ils se sont plantés. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, surtout pas. Et si vous avez 50 000 euros, essayez de faire 10 investissements de 5 000 euros plutôt que 2 de 25 000. Mais il faut bien comprendre que c'est pas simple, parce que c'est vraiment pas simple de rentrer dans des sociétés avec des tickets inférieurs à 10K. À 10 000 euros. C'est vraiment difficile. Il faut se battre. Il faut montrer aux fondateurs, en fait, en quoi votre investissement il va être intéressant parce que vous allez apporter plus que de l'argent, etc. Mais c'est possible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis rentré dans plein de boîtes avec des petits tickets, tu vois, effectivement, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros, des choses comme ça. Je crois que mon plus gros ticket, c'est 7 000 euros. Et tu vois, effectivement, je dois. Soit en fait, c'est parce que je suis regroupé dans des syndicats, comme je parlais tout à l'heure, hein, sur Angel.co par exemple, ou dans d'autres syndicats ou Club Deal en France, ou alors je suis venu en direct et parce que j'ai tu l'as travaillé au corps. Développé une relation de confiance. Exactement. En réalité, j'ai développé une relation de confiance, tu vois, avec le fondateur. Voilà, je lui ai ouvert mes réseaux. Je sais pas, moi, j'ai bossé, j'ai fait une petite mission de conseil pour lui, tu vois, avec un tarif préférentiel. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, en fait, il est content de t'avoir à bord et il va te proposer d'être à bord, quoi. Corentin, on en arrive à l'épilogue de cet épisode qui, moi, à titre personnel, j'ai trouvé passionnant, même si c'est des sujets que je maîtrisais déjà un peu avant, mais j'ai encore appris plein de choses. Super. Je te propose, comme je propose à tous les invités en fin d'épisode, de poser une question directe aux investisseurs, aux auditeurs, de les interpeller. Si tu as la possibilité de t'adresser à eux directement, donc qu'est-ce que tu as envie de leur poser comme graine de réflexion, comme question, comme interpellation? Je te laisse la parole. Écoute, sur le sujet qui est le mien, je dirais, ne vous mettez surtout aucune limite, ni sectorielle, ni géographique, ni rien du tout. Et dites-vous bien qu'au début, encore une fois, les premiers investissements que vous ferez, c'est des investissements pour apprendre. Et si vous aimez apprendre des choses, venez dans cet univers, parce que vous allez apprendre des choses passionnantes tous les jours auprès de fondateurs qui sont passionnants. Donc, si vous aimez apprendre des choses, cet univers est fait pour vous. Si vous n'aimez pas apprendre des choses, je pense que c'est pas vraiment fait pour vous, parce que tous les jours, il faut savoir se remettre en question et aller apprendre de nouvelles choses. Et on découvre encore des nouvelles choses, même quand on a plusieurs années d'expérience. Donc, si on n'aime pas ça, c'est pas un truc fait pour vous. Bon, c'est clair. Je crois que ça résume bien l'épisode aussi. Je pense que ça résume bien ta pensée et l'épisode. Et puis, écoute, je te remercie. Merci à toi. Ouais, c'était passionnant. T'es passionné par ce que tu fais, donc c'est très agréable. C'est clair. J'ai passé un agréable moment. J'espère que ça s'est ressenti et que les auditeurs ont plaisir à nous écouter. Puis, merci beaucoup. Et aux auditeurs, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Ciao, bye bye. Tiens, vous êtes arrivés jusqu'au bout. Félicitations. Si je caricature le propos de cet épisode, l'investissement en société non cotée, c'est d'abord réservé aux initiés et ensuite réservé aux riches.
Si je vous avais dit ça dès le début, est-ce que vous auriez écouté l'épisode jusqu'au bout? Je sais pas, et pourtant je trouve que c'est un épisode beaucoup plus riche que ce que je viens de dire. Mais maintenant au moins vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez investir de manière professionnelle dans des startups pour limiter le risque et pas juste espérer que la chance soit avec vous. N'oubliez pas d'enregistrer votre message d'anniversaire et de me l'envoyer à delphine@budget-chéri.com. Je vous rappelle qu'une belle surprise vous attend à la clé. En attendant, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode avec invité ou seul. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!